Bienvenue à cette nouvelle session dans Live avec Excel. Donc, le sujet du jour sera l'étude des matériaux des caves de vinification et d'élevage. Alors, je m'appelle Sébastien Thomas, je suis au laboratoire Excel depuis seulement quelques mois. Je suis ingénieur de formation en sciences des matériaux et aussi œnologue. Et j'ai été engagé chez Excel en tant que chef de projet chimie et matériaux. Et donc, je m'occupe de toutes les problématiques d'interaction des matériaux avec les vins, à des problématiques de contamination et aussi des certifications label Excel et zones vertes. Donc, dans cette présentation, je vais aborder en premier lieu quelques cas de contamination des vins dans des milieux de type cave de vinification et d'élevage. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous parler de l'offre d'analyse et de certification du laboratoire. Donc, en ce qui concerne les risques de contamination via les matériaux dans les chais, on peut distinguer différents types. Il en existe de multiples sources. Le vin ou les spiritueux sont des matrices assez sensibles de ce point de vue-là, du fait des teneurs en alcool, qui leur donnent une capacité solvante importante. On a des risques dits de contamination directe, donc lorsque le vin est en contact direct avec le matériau. Donc ça peut être des cuves, des contenants, des packaging, des tuyaux. Et on a aussi des risques de contamination indirecte, donc via l'air ambiant par exemple. Finalement, il y a des molécules qui vont désorber depuis les matériaux contaminés vers l'atmosphère, et c'est ensuite le vin au contact de l'atmosphère, lors des différentes manipulations qui peuvent avoir lieu en cave, qui va finalement se contaminer. Donc ça peut être des sources potentielles vraiment multiples. Et ensuite, on a évidemment des possibilités aussi de contamination croisée. Au final, on peut en déduire qu'on a une certaine nécessité d'un contrôle, d'une maîtrise des matériaux utilisés dans les chais. Alors, un premier exemple, on part donc sur tout ce qui est contamination en contact direct. Alors, un exemple important, c'est les types de migration depuis les matières plastiques. Donc là, on a un schéma. Finalement, on a un film polymère au contact d'un aliment, puisque le vin est considéré comme une denrée alimentaire. Donc, finalement, au niveau de ce film, on va pouvoir avoir trois types de phénomènes, trois grands types de phénomènes. Des phénomènes de perméation. Donc c'est un type de transfert de gaz, en fait, ça va être du gaz qui va pouvoir passer depuis l'environnement extérieur vers l'aliment ou dans le sens contraire, en fonction de l'étanchéité du film polymère vis-à-vis de ce gaz. Donc ça peut être par exemple des boissons gazeuses qui vont perdre du dioxyde de carbone, ou ça va être de l'oxygène qui va s'intégrer dans la denrée alimentaire pour l'oxyder. On va avoir des phénomènes de sorption, où là, c'est le polymère qui va intégrer certaines molécules de l'aliment dans sa matrice. Ça peut être des composés aromatiques, donc l'aliment va perdre des qualités organoleptiques. Ça peut être des pigments qui vont être captés par le polymère, et auquel cas on va avoir une perte de couleur potentielle de l'aliment, une perte esthétique. Mais, et c'est ce qui va nous intéresser ici, on a aussi le phénomène de migration. Là, en fait, ce sont certaines petites molécules du plastique, du polymère, qui vont pouvoir migrer depuis le polymère vers l'aliment. Donc ça peut être des monomères, donc des molécules qui n'auront pas polymérisé, certains additifs, ce qu'on appelle des néoformés. En fait, ce sont des molécules qui sont présentes dans le polymère, mais qui, par des phénomènes chimiques, vont apparaître au cours du contact avec l'aliment. Donc c'est un sujet assez vaste. Il y a donc beaucoup de molécules qui peuvent finalement transférer depuis le polymère vers l'aliment. Alors, ces phénomènes de migration peuvent concerner, comme je l'ai dit, beaucoup de molécules. Ce dont on peut parler et qu'on regarde souvent sur les vins, ce sont l'exemple des phtalates, du bisphénol A en particulier, mais aussi d'autres bisphénols, et aussi de certains terbutylphénols. Donc, il y a, et par exemple le 4-terbutylphénol. Donc, c'est des molécules qui entrent vraiment dans la composition de très nombreux objets courants en plastique. Ils sont utilisés comme additifs. Parfois, c'est vraiment une molécule primordiale dans la composition du polymère. Alors, si on prend par exemple les résines époxydiques qu'on utilise pour les cuves, le bisphénol A,
fait partie de la base du plastique. Hein, il réagit avec l'épichlorohydrine, ça forme une matrice polymère, on rajoute un durcisseur, mais vraiment le bisphénol A est très présent. Et ça va vraiment être une molécule très, très utilisée. Donc, en ce qui concerne les phtalates, il y en a beaucoup de différents. Ils sont très peu solubles dans l'eau, mais par contre, ils vont avoir une grande affinité pour tout ce qui est graisse et alcool, malheureusement. Alors, on retrouve plusieurs types de phtalates dans les vins, mais c'est principalement le dibutylphtalate qu'on va retrouver. Et en ce qui concerne la dernière molécule, le 4-butylphénol, lui, il est utilisé beaucoup comme monomère dans les polycarbonates, mais aussi dans les résines phénolformaldéhyde et les résines époxy. Donc, ces molécules, elles sont catégorisées comme reprotoxiques 1B pour les bisphénol A et les phtalates, et reprotoxiques de catégorie 2 pour le 4-butylphénol. Alors juste un tout petit point réglementaire. En gros, il y a des réglementations qui existent par rapport aux matériaux qui sont censés, dont l'application est d'être mis en contact avec des denrées alimentaires. Il y a un règlement qui existe, qui est spécifique aux matières plastiques, et en fait qui va fixer une liste positive de molécules qui, étant mises intentionnellement dans la composition des plastiques, vont avoir des limites de migration spécifiques, donc dans des conditions d'expérimentation particulières, dans les denrées alimentaires. Donc on va avoir des denrées alimentaires qui vont être classifiées par catégorie, le vin, des aliments gras, etc. Et il va être défini des limites de migration, donc en milligrammes par kilo, qu'on peut transférer en milligrammes par litre, par exemple, pour une durée fixe de contact, une surface spécifique donnée de contact également, et une température. Et en fait, on va pouvoir utiliser différents types de simulants pour différentes catégories de denrées alimentaires. Donc on fixe des limites de migration spécifiques, mais ces limites de migration spécifiques, encore une fois, c'est une réglementation qui concerne les matériaux. Donc c'est un petit peu compliqué des fois parce que le vin peut rester marchand, même si la limite de migration spécifique est dépassée. Pour autant, il existe aussi une dose journalière admissible, donc en milligrammes par poids corporel par jour, qui est reliée à la limite de migration spécifique, et qui là, cette fois, va pouvoir rendre un vin non marchand. Ce qui est plus compliqué aussi, c'est que parfois, rien n'empêche un exportateur ou certaines douanes, en dehors de l'Europe, de dire « Ok, mais moi je vais prendre la limite de migration spécifique comme une concentration maximale par rapport à ce que je souhaite acheter ou laisser passer dans mon pays ». Donc finalement, c'est quand même des données qu'il faut regarder un peu avec attention et garder en tête que même si la réglementation concerne les matériaux, elle peut d'une certaine façon être interprétée pour les concentrations dans les vins. Alors quelques exemples de risques de contamination en contact direct dans les chais. Donc on a évidemment le cas des revêtements époxy sur les cuves. Alors ce qui va être très important dans la mise en place, dans la mise en œuvre de ces revêtements époxy, c'est les conditions de mise en œuvre. Il y a besoin d'une maîtrise des températures, de l'hygrométrie, des proportions du durcisseur et de la base, des conditions de séchage, etc. Et c'est vraiment important finalement la maîtrise du sous-traitant par rapport à cette installation. Vraiment, ça joue beaucoup sur ensuite la capacité de certaines molécules dans la matrice polymère à migrer. Ce qui joue aussi, imaginons qu'on ait une cuve qui potentiellement peut contaminer le vin. Après, ça va beaucoup jouer sur comme c'est des problématiques de migration, ça va être dépendant du temps. Donc finalement, une même cuve, si on garde un vin très longtemps ou peu de temps dedans, un garde-vin par exemple, ça va avoir un impact très différent sur les contaminations, les concentrations. Les températures jouent un rôle important. Le fait de faire subir à des vins des opérations thermiques et de tout de suite les intégrer dans les cuves en plastique ou qui contiennent des polymères, ça joue un rôle important, puisque la température est un paramètre, un facteur qui augmente de manière exponentielle la migration. Là, le taux d'alcool, si on travaille avec des spiritueux, il va falloir être encore plus attentif à la qualité des matériaux.
les revêtements vont s'user mécaniquement avec le temps et aussi s'user chimiquement, parce que des procédures de nettoyage doivent être pensées de sorte à ne pas être trop agressives vis-à-vis des revêtements. Ils s'usent en fait avec le temps, c'est pas anodin. Donc on a, comme je l'ai dit, les revêtements époxy, les tuyaux et les cuves ou les garde-vins qu'on utilise, donc qui peuvent être en résine renforcée de fibre de verre par exemple. Alors un autre exemple de risque de contamination, mais cette fois-ci en contact indirect, donc là on peut parler d'un exemple qui commence à être bien connu, c'est celui de l'aérocontamination par des molécules d'alloanisole et allophénol. Donc certaines de ces molécules peuvent être utilisées en traitement du bois, en traitement de type pesticide pour le bois. Et en fait, on va avoir des allophénols qui vont, par l'intervention de moisissures, en présence de chaleur, d'humidité, vont être méthylés donc en alloanisole, qui elles vont être des molécules extrêmement odorantes, qui vont donner des goûts de moisi, des goûts de bouchon pour des concentrations, des seuils de détection faibles. Et donc comme c'est des molécules qui vont pouvoir facilement être relarguées dans l'atmosphère, les contacts avec la matrice 20 vont être beaucoup plus vont être très, très faciles. D'autant plus qu'il suffit de très peu de ces molécules pour générer finalement un impact organoleptique rapide. Donc on retrouve, par exemple pour le bois, on va trouver des traitements fongicides avec le pentachlorophénol, mais c'est actuellement interdit, mais on peut le retrouver sur des vieilles charpentes. D'une manière générale, on va essayer de limiter au maximum l'utilisation de produits chlorés dans les chais qui présentent des éléments en bois. Et on va aussi essayer de limiter tout ce qui est retardateur de flamme. Là, le TBP, donc c'est un équivalent finalement bromé, qui va pouvoir entrer dans la composition de composants électriques ou de certains matériaux de construction isolants, et qu'il va falloir aussi regarder pour se prémunir de ce type de contamination. Alors maintenant que j'en ai fini avec les exemples, je voudrais parler de l'offre matériaux chez Excel. Donc, pardon, je bois un peu. On a donc une offre qui est associée à tout ce qui est contamination en contact direct. En contact indirect, on a donc un label, deux labels en fait, le label Zone Verte Excel, le label Excel+, qui sont des certifications de matériaux pour garantir, ou de produits de traitement, qui sont là pour en fait garantir une innocuité vis-à-vis de l'ambiance déchets et garantir l'innocuité vis-à-vis de l'impact organoleptique pour les vins, et une prestation relativement nouvelle d'analyse de FDS pour certains produits. Si vous avez des doutes sur le produit, si vous avez certaines questions, on peut procéder à une analyse du document et vous donner un peu des réponses rapides sur certaines de vos questions. Alors, pour ce qui est de l'offre matériaux en contact direct, donc évidemment, il y a de très nombreux types de matériaux qui peuvent rentrer en contact direct avec le vin. Donc l'idée, c'est de réaliser des migrations suivant la réglementation, en utilisant les simulants adaptés, et finalement d'aller rechercher, grâce à l'expertise de chimie fine, de chimie analytique d'Excel, les molécules les plus pertinentes qui peuvent diffuser à partir de ces matrices dans le vin. En ce qui concerne l'aérocontamination, il y a le système de Quick Trap, donc, qui est ce dispositif donc, en téflon qui contient en fait une petite sonde qui va venir absorber les molécules dans l'ambiance. Donc ça va être l'avantage, c'est que c'est une mise en place rapide, un temps d'exposition aussi qui est plutôt court, de 15 minutes à 4 heures en fonction du contexte, permet de piéger jusqu'à finalement 1000 m3 de volume d'air, et on va récupérer le dispositif, le faire désorber et calculer les concentrations en diverses molécules. Donc là, un exemple de liste donc, qui inclut des COV, donc des molécules de solvant, le tétrachloroanisole, donc certains alloanisols, allophénols, et des molécules qui vont donner des odeurs comme la géosmine de moisi terreux, le gaiacol plutôt des odeurs pharmaceutiques, etc.
Alors, dans quel cas ça peut être très pratique? Donc ce qu'on fait, par exemple, c'est des contrôles de containers pour l'export. Donc finalement, l'utilisation de containers, peut présenter un risque pour, les denrées qui y sont intégrées. Parce que durant le transport, il peut y avoir une contamination, donc on fait en fait des dispositions de quick trap à l'avance dans les containers vides et on va déterminer rapidement si, oui ou non, il y a une ambiance qui peut être, délétère pour les denrées, durant le transport. Donc c'est quelque chose qu'on réalise, très régulièrement. Alors, en ce qui concerne les attestations Excel, donc on a 2 niveaux, Excel zone verte et Excel plus. Alors concrètement, c'est un diagnostic, sur une base analytique, donc on réalise une série d'analyses et aussi documentaires. Donc on lit en fait tout ce qui est fiches techniques et aussi fiches de sécurité et on a un cahier des charges qui est fixé et finalement donc le matériau, ou le produit doit correspondre avec ce cahier des charges. Hem Donc, juste pour préciser, donc la certification Excel+ par rapport à Excel zone verte, en fait, ce sont le même cahier des charges, les mêmes analyses, les mêmes critères d'interprétation. Ce qui varie, c'est certaines mentions de danger dans les, fiches de sécurité, lorsque le matériau, le produit contient des ingrédients toxiques, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et cetera, ou dangereux pour l'environnement. Alors, c'est une procédure d'analyse, donc le cahier des charges, en fait, il englobe toute une série d'analyses. Donc, on recherche des résidus de pesticides, on dose les formaldéhydes, alloanisole, allophénol, les phtalates, les émissions de résidus de solvants et on va aussi effectuer une étude de la composition par screening. On va chercher un petit peu des contaminants un peu spécifiques qui ne seraient pas finalement dans les analyses précédentes. Donc tout ça, on le fait pour tous les matériaux. Après, quand, on peut aussi avoir des cas de contact direct, parce que je parle majoritairement de matériaux finalement pas en contact direct avec le vin pour les zones vertes, mais on peut aussi regarder le contact direct, auquel cas on rajoute les migrants extractibles dans la matrice et aussi, l'inertie organoleptique, donc l'effet du matériau sur la flaveur de la denrée alimentaire. Donc voilà, un exemple de critère, donc l'émission de résidus de solvants. Par exemple, pour un matériau en contact direct, voilà, on fixe certaines limites pour les teneurs en benzène et d'autres limites, pour le benzène et le naphtalène en cas de contact indirect. Donc on délivre une attestation qui a une durée de validité de 2 ans. Le cahier des charges évolue régulièrement en fonction soit de l'actualité, soit de l'évolution des réglementations et on va analyser un grand spectre de matériaux différents. Donc il y a beaucoup de peintures, des revêtements de sol, des produits de traitement, donc ça peut être des produits de traitement des charpentes, des produits de nettoyage aussi, des matériaux de construction en eux-mêmes et aussi, des packaging de contact alimentaire. Alors en ce qui concerne, je vous parlais de l'analyse de FDS qui est une nouvelle prestation. Donc c'est, voilà une analyse qui, encore une fois, c'est une analyse documentaire qui se veut rapide et qui permet en fait de répondre peut-être à des questions, pour, des personnes qui auraient un petit peu du mal peut-être à comprendre, la façon dont ce type de document est rédigé ou ce que signifient certaines phrases. Donc pour ça, pour bien répondre aux besoins, il faut évidemment bien expliquer le contexte et bien définir ces questions et à partir de là, on peut y répondre à partir ou en tout cas définir quel pourcentage de réponses on peut définir à partir du document. Alors une autre prestation qu'on réalise, c'est, le suivi de chantier. Donc en fait, lors de la rénovation ou d'une nouvelle construction d'un bâtiment, qui est censé accueillir du vin, on propose une prestation de conseil qui va consister à vous aider à regarder finalement les différents, matériaux qui vont rentrer, dans la construction, les analyser et vous dire voilà s'il y a des points, heu, d'attention à avoir sur certains matériaux et auquel cas on va pouvoir soit proposer des analyses, soit aider au choix des matériaux. Heu, Toute l'idée évidemment c'est d'avoir une approche, globale, c'est-à-dire de prendre en compte
le risque potentiel de certains matériaux, certes, mais aussi leur positionnement dans la construction, leur proximité avec les denrées sensibles. Voilà, donc c'est une vision un peu globale, ça demande de la discussion, ça demande de l'échange, mais en fait, ça se présente comme une prestation de conseil où on va, par exemple, donc c'est formalisé par un contrat avec le château, et pour un tarif forfaitaire, en fait, on va regarder les matériaux et on propose par exemple cet arbre décisionnel où finalement pour chaque matériau, on va pouvoir soit donner une validation directe, soit dire voilà, il y a peut-être un doute, on peut vous proposer une analyse, soit carrément déconseiller le matériau. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on voit ça comme une prestation adaptable aux besoins de chaque client. Soit par exemple, on peut passer en revue absolument tous les matériaux qui passent dans le chai, qui vont passer dans la construction, soit on peut prendre le temps au préalable de définir finalement les zones les plus sensibles et regarder quel type d'opérations vont être réalisées, fixer vraiment là où on doit avoir un regard en termes de quels sont les matériaux qui peuvent poser problème, et là, à partir de là, être plus sélectif. Mais c'est vraiment un choix à faire avec chaque client et c'est une prestation qu'on adapte. Ce qu'on fait aussi lors de ces suivis de chantier, donc à part le passage en revue des matériaux, c'est réaliser un contrôle atmosphérique en début ou en fin de chantier, au milieu. Donc typiquement en fin de chantier pour vérifier que les atmosphères heu, n'ont pas d'impact organoleptique. Donc on va réaliser typiquement de multiples points de prélèvement, donc dans les différentes, zones concernées, cuverie de stockage, chai à barrique, zone d'embouteillage et cetera. Et donc ces contrôles permettront de s'assurer que finalement les choix des matériaux ont été les bons, et de rassurer tout le monde. Alors voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser. Voilà. Bonne journée, n'hésitez pas à revenir vers nous, revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à ces prestations. Bonne journée.